Pendant les toasts, Vincent a ri dans le microphone, c'est une vieille fille, mais son argent est utile. Je me suis levé, j'ai fixé la mariée horrifiée, et j'ai dit, ce cadeau de mariage de 92 000 €. Il est annulé. Au mariage de mon frère, mon père m'a humilié publiquement, me traitant de vieille fille inculte qui n'était bonne que pour mon argent. Alors, j'ai pris le microphone, j'ai annulé mon cadeau de 6 chiffres, et j'ai tendu un piège qui a laissé toute ma famille imbue d'elle-même dans une misère absolue. Le vrombissement rythmé et lourd de l'humidificateur était le seul son dans ma chambre, un contraste saisissant avec les rêves fiévreux et chaotiques qui me tourmentaient depuis 3 jours. À 36 ans, j'avais bâti une immense entreprise de logistique de plusieurs millions d'euros à partir de rien, naviguant à travers les effondrements de la chaîne d'approvisionnement et le sabotage industriel avec une détermination d'acier. Mais une grave crise de pneumonie m'avait réduite à l'état de déchet grelottant et fragile, confiné dans mon lit, toussant jusqu'à ce que mes côtes me donnent l'impression d'être du verre brisé. J'étais incroyablement vulnérable, physiquement épuisé et émotionnellement à bout de force après l'effort colossal de ma vie quotidienne. C'est dans cet état de faiblesse et de solitude que mon téléphone a vibré sur la table de nuit. J'ai tendu une main tremblante, le port de la perfusion de mon récent séjour à l'hôpital étant encore marqué par un bleu sur mon poignet. C'était un message vocal, un appel manqué de mon frère Benoît. Il avait 32 ans, il était l'enfant prodige de notre famille, l'artiste en herbe dont les visions grandioses étaient entièrement financées par mes virements bancaires silencieux et réguliers. En supposant que ce fût un message pour prendre des nouvelles de ma santé, ou peut-être une question paniquée sur le plan de table de son prochain mariage, j'ai appuyé sur lecture et j'ai porté le haut-parleur à mon oreille. Ce n'était pas un message qui m'était destiné. C'était un appel involontaire, une fenêtre numérique sur une conversation qui n'était jamais censée parvenir à mes oreilles. D'abord, j'ai entendu le tintement de lourds verres en cristal, suivi du rire tonitruant et arrogant de mon père, Vincent. Même à 62 ans, retraité de la direction intermédiaire et désespéré de maintenir l'illusion de la haute société, sa voix portait ce ton familier de supériorité pompeuse. Je dis seulement, Benoît, a gloussé Vincent, sa voix étant légèrement étouffée par le froissement de tissu dans une poche. Assure-toi simplement que Sophie signe ce dernier chèque pour le traiteur avant qu'elle ne trépasse à cause du virus qu'elle a contracté. Nous ne pouvons pas avoir un bar payant à ce mariage. Ce serait un embarras absolu pour notre réputation. J'ai arrêté de respirer. L'envie de tousser a disparu, remplacée par une soudaine immobilité glaciale. Puis la voix de Benoît a filtré à travers le haut-parleur, légère, désinvolte et totalement dépourvue d'inquiétude. Détends-toi, papa. Elle le signera. Sophie a tellement désespérément besoin de se sentir comme si elle faisait réellement partie d'une vraie famille qu'elle paiera tout ce que nous demanderons juste pour être incluse sur les photos. C'est ce qu'elle fait. Une troisième voix est intervenue. C'était Léa, la fiancée de 30 ans de Benoît. Son ton était tranchant, calculateur et dégoulinant de dédain. Exactement. Honnêtement, son argent est la seule chose utile chez elle de toute façon. Pas de diplôme universitaire, pas de mari, aucune grâce sociale, juste un triste compte bancaire gonflé que nous pouvons utiliser. Une fois le mariage terminé, nous devons vraiment prendre nos distances. Elle ne correspond pas du tout à l'image de notre nouvelle vie. Vincent a ri de nouveau, un rire franc et sonore qui a résonné dans le silence de ma chambre de malade. Sentez à cela, Léa. Elle n'est pas de la famille. Elle est un distributeur automatique de billets. L'enregistrement s'est arrêté, replongeant ma chambre dans le bourdonnement monotone de l'humidificateur. Je suis resté allongé là dans la pénombre, mon cœur battant un rythme lent et agonisant contre mes côtes meurtries. J'avais sacrifié ma jeunesse, mon éducation et ma vie personnelle pour m'assurer qu'il ne manque jamais de rien. J'avais payé les dettes de Vincent pour sauver son orgueil. J'avais financé la série interminable d'efforts artistiques ratés de Benoît pour maintenir ses rêves en vie. Et voilà quelle était la vérité sur la façon dont il me percevait. Un triste portefeuille inculte. La trahison a coupé plus profondément que la maladie ne le pourrait jamais. Le prix physique de la pneumonie a semblé insignifiant le lendemain matin comparé au vide creux et douloureux dans ma poitrine. Je me suis traîné hors du lit, la fièvre étant enfin tombée, laissant derrière elle une clarté froide et tranchante. J'étais assise dans mon vaste salon, enveloppé dans une épaisse couverture, sirotant un thé tiède quand la porte d'entrée a sonné. J'avais donné une clé à Benoît il y a des années, un symbole de ma confiance absolue et d'une politique de porte ouverte pour mon petit frère. Il n'a même pas frappé. Benoît est entré à grands pas dans le foyer,
ses chaussures de créateur, que j'avais payées, claquant bruyamment contre le parquet. Il avait l'air dynamique, en bonne santé et complètement absorbé par lui-même. Il n'a pas apporté de soupe. Il n'a pas apporté de fleurs. Il n'a même pas demandé comment je me sentais. Au lieu de cela, il portait un épais dossier Mani sous son bras. « Salut, Sophie », a-t-il dit avec désinvolture, me jetant à peine un regard alors qu'il marchait vers la cuisine pour prendre une bouteille d'eau pétillante dans mon réfrigérateur. « Tu as l'air un peu pâle, tu luttes toujours contre ce rhume. »« C'est une pneumonie, Benoît, » ai-je dit, ma voix étant rauque et faible. J'étais à l'hôpital. « C'est ça, une pneumonie », a-t-il dit en agitant une main d'un geste dédaigneux, marchant vers l'endroit où j'étais assise et déposant le lourd dossier Mani directement sur mes genoux. « Écoute, je sais que tu ne te sens pas bien, mais Léa panique totalement. Le fleuriste exige le dépôt final avant 17 h aujourd'hui, et le quatuor à cordes veut son avance. J'ai besoin que tu fasses le virement maintenant. » J'ai baissé les yeux vers le dossier. À l'intérieur se trouvaient des factures totalisant plus de 55 000 €. Cela s'ajoutait aux dépôts initiaux que j'avais déjà payés. J'ai levé les yeux vers le visage de mon frère. Il n'y avait aucune inquiétude pour ma santé dans ses yeux. Il n'y avait que l'attente impatiente et hautaine d'un enfant gâté attendant son allocation. 55 000 €, Benoît, ai-je chuchoté, tâtant le terrain, cherchant sur son visage ne serait-ce qu'une lueur de culpabilité après l'horrible conversation que j'avais surprise la nuit précédente. C'est une somme énorme. Je suis assez malade en ce moment. Cela peut-il attendre jusqu'à demain? Benoît a soupiré lourdement, un son exagéré de profond désagrément. Il s'est appuyé contre le dossier du canapé, croisant les bras. Sophie, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Léa est incroyablement stressée, et papa reçoit déjà des appels du club de golf concernant le décompte final. Tu as promis que tu t'occuperais du mariage. Connecte-toi simplement à ton portail bancaire et envoie l'argent. Cela te prendra 2 minutes. Il ne me parlait pas comme à une sœur, mais comme à une assistante administrative. L'audace pure de sa froideur était à couper le souffle. J'ai senti une chaleur lente et inhabituelle commencer à monter du creux de mon estomac. Ce n'était pas le retour de la fièvre. C'était de la rage pure et absolue. J'ai regardé cet homme, ma propre chair et mon sang, que j'avais protégé de toutes les épreuves que le monde pouvait offrir, et j'ai réalisé que j'avais créé un monstre de prétention. Je vois, ai-je dit doucement, en refermant soigneusement le dossier manille. J'ai gardé un visage totalement neutre, masquant la tempête qui se préparait derrière mes yeux. Laisse le dossier ici, Benoît. Je vais m'occuper des arrangements financiers avant le mariage. Merci, Sophie, a-t-il dit, s'animant instantanément, son objectif étant atteint. Il a vérifié sa montre de luxe, mon cadeau de Noël d'il y a 2 ans. Je dois y aller, j'ai une dégustation de gâteau avec Léa. Soigne-toi bien, d'accord? Il est sorti de ma maison sans un second regard en arrière, laissant la lourde porte d'entrée claquer derrière lui. Je suis resté assise dans le silence, mes mains reposant sur le dossier d'exigence. Il pensait que j'étais stupide. Il pensait que mon amour pour eux me rendait aveugle, sourde et infiniment complaisante. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Pour comprendre l'ampleur de leur erreur, il fallait comprendre notre histoire. Quand j'avais 20 ans et que j'étais à la moitié de ma 2e année d'université, Vincent a été licencié sans ménagement de son poste de cadre intermédiaire en raison de sa propre arrogance et de son incapacité à s'adapter au nouveau logiciel. Plutôt que de réduire son train de vie, mon père a fait une crise spectaculaire, refusant d'accepter un poste inférieur. Notre famille était sur le point de tout perdre. Alors, j'ai fait un choix. J'ai abandonné l'université, au grand désarroi théâtral de Vincent, et j'ai pris un emploi de débutante exténuant dans un entrepôt d'expédition. J'ai travaillé 80 heures par semaine, j'ai appris l'industrie de la logistique de l'intérieur et j'ai finalement lancé ma propre entreprise de courtage. J'ai sauvé la maison familiale, j'ai payé les courses, j'ai payé l'école d'art privée et coûteuse de Benoît parce que Vincent insistait sur le fait que son fils était un génie créatif qui ne devait pas être accablé par des prêts étudiants. Au fil des ans, le récit familial a été déformé. Vincent a commencé à dire à ses amis de golf que j'étais simplement trop impatiente et cupide pour terminer mes études, présentant mon sacrifice comme un défaut de caractère. Je suis devenu la bourreau de travail inculte tandis que Benoît est devenu la fierté cultivée et sophistiquée de la famille.
y ai accepté le rôle de la financière silencieuse parce que je croyais que la famille était censée se soutenir mutuellement sans condition. Puis est venue Léa. Benoît a rencontré Léa il y a 1 an et elle a immédiatement accéléré la dynamique toxique de ma famille. Léa avait 30 ans, elle était impeccablement soignée et farouchement ambitieuse dans l'arène vide des réseaux sociaux. Elle prétendait être une curatrice de bien-être numérique, une profession qui semblait consister à prendre des photos lourdement filtrées dans des hôtels chers et à ne rien apporter du tout à la société. Dès l'instant où Léa a réalisé l'étendue de ma richesse, elle m'a vu comme un obstacle à son objectif ultime, s'approprier mes actifs pour elle-même et Benoît. Je me souvenais très bien d'un dîner il y a 3 mois chez moi. J'avais préparé un beau repas, essayant de nouer des liens avec ma future belle-sœur. Léa s'était promenée dans ma maison, passant ses doigts impeccablement manucurés sur mes œuvres d'art et mes meubles avec l'œil évaluateur d'un expert. Quand nous nous sommes assis pour manger, elle ne m'a pas posé de questions sur mon entreprise, ma journée ou ma vie. Elle a posé des questions sur mes documents juridiques. Alors, Sophie, avait dit Léa, faisant tourner un morceau d'asperge sur sa fourchette, ses yeux étant froids et calculateurs. Benoît a mentionné que tu possèdes l'acte de propriété de la maison de tes parents. Cela semble si compliqué. Ne serait-il pas préférable de le transférer entièrement au nom de Vincent? Ou mieux encore, dans une fiducie familiale que Benoît contrôle, tu sais, pour des raisons fiscales. Tu ne voudrais pas que le gouvernement prenne ton argent durement gagné si, Dieu nous en préserve, quelque chose t'arrivait. Elle avait souri d'un sourire doux, mais entièrement venimeux. Elle ne faisait pas de conversation polie. Elle sondait mes défenses. Elle cartographiait les frontières de mon empire, essayant de trouver le moyen le plus facile d'envahir et de conquérir. Elle voyait mon absence de mari et d'enfant non pas comme un choix personnel, mais comme une faiblesse structurelle qu'elle pouvait exploiter. Elle et Vincent avaient alimenté les pires impulsions de Benoît, le convainquant que mon argent n'était pas un cadeau à chérir, mais un droit de naissance à réclamer. Alors que j'étais assise sur mon canapé, me remettant d'une pneumonie avec les factures du mariage sur mes genoux, les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté dévastatrice. Ils ne voulaient pas seulement un mariage gratuit. Ils voulaient me vider de mon sang puis jeter la carcasse vide. Ils avaient planifié mon exécution financière, ignorant totalement que le bourreau qu'ils avaient choisi était celle qui détenait tout le pouvoir. Le dossier manille rempli de factures de mariage est resté intact sur ma table basse pendant exactement 2 heures. Pendant ce temps, le choc qui m'avait paralysé s'est lentement transformé en une clarté froide et hyper focalisée. Je me suis levé du canapé, mes jambes tremblant légèrement à cause de la faiblesse persistante de la pneumonie, et j'ai marché dans le long couloir silencieux vers mon bureau personnel. La pièce était un témoignage du travail de ma vie, bordée de lourdes bibliothèques en acajou, de plusieurs écrans affichant les routes maritimes mondiales et du premier euro encadré que mon entreprise de logistique avait jamais gagné. J'ai tout ignoré et je me suis dirigé directement vers le grand coffre-fort ignifugé boulonné au sol dans un coin. J'ai fait tourner le lourd cadran métallique, les cliquetis familiers résonnant dans la pièce silencieuse. Clic, clic, clac. La lourde porte s'est ouverte, révélant des rangées de dossiers méticuleusement organisés. J'ai cherché dans le tiroir du bas et j'ai sorti 3 dossiers rouges épais et spécifiques. Je les ai portés jusqu'à mon massif bureau en chêne, j'ai allumé la lampe de banquier en laiton et je me suis assise. J'ai ouvert le premier dossier. C'était l'acte de propriété de la vaste maison coloniale de 4 chambres où Vincent vivait actuellement. Il adorait y organiser des réunions de l'association de quartier, paradant comme le maître du manoir, se vantant de sa retraite anticipée réussie. Il omettait soigneusement le fait que son nom ne figurait nulle part sur les documents de propriété. Il y a 10 ans, alors que la banque était à quelques jours de saisir sa maison en raison de ses dépenses imprudentes et de son absence de revenus, j'étais intervenu. Je n'avais pas seulement payé l'hypothèque. J'avais acheté la maison purement et simplement sous une société à responsabilité limitée fictive que je contrôlais entièrement. Il était, juridiquement parlant, mon locataire au mois, vivant là sans payer de loyer. J'ai ouvert le deuxième dossier. Il contenait le contrat de bail principal pour le loft de luxe de Benoît, avec des fenêtres du sol au plafond, situé dans le quartier branché du Marais à Paris. Benoît racontait à tous ses amis que ses ventes d'art finançaient son style de vie. Le bail, cependant, était co-signé par moi, et le loyer mensuel de 5 500 € était automatiquement prélevé sur mon compte d'entreprise principale. Si je retirais mon autorisation, il serait expulsé dans 30 jours. J'ai ouvert le troisième dossier. C'était le dossier du mariage.
J'avais accepté de leur offrir 92 000 € pour le mariage de leur rêve. Mais parce que ni Benoît ni Léa n'avaient les codes de crédit nécessaires pour réserver les lieux prestigieux et les prestataires haut de gamme, j'avais personnellement signé les contrats des prestataires. Les dépôts avaient été payés avec ma carte American Express noire. J'étais le seul point de contact pour le traiteur, les arrangements floraux, le lieu et les divertissements. Il pensait que mon argent était une ressource infinie et sans attache qu'il pouvait simplement exploiter à volonté. Il ne réalisait pas que je ne me contentais pas de signer des chèques. Je possédais l'infrastructure de leur vie entière. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé la ligne directe de mon avocat d'entreprise, un homme d'une perspicacité redoutable nommé Maître Hubert. Sophie, la voix profonde d'Hubert a résonné dans le haut-parleur. Je pensais que tu étais au repos forcé. Si tu appelles pour l'expédition de Lyon, j'ai déjà dit aux opérations de s'en occuper. Il ne s'agit pas de l'expédition de Lyon, Maître Hubert, ai-je dit, ma voix étant étrangement calme, dépourvue de la faiblesse rauque de tout à l'heure. C'est personnel. J'ai besoin que tu fasses 2 choses pour moi immédiatement. Je t'écoute, a-t-il dit, son ton passant instantanément du ton informel au ton professionnel. Il connaissait ce ton de voix. C'était la voix que j'utilisais lorsqu'un concurrent essayait de casser mes contrats. Premièrement, j'ai besoin que tu examines la structure de propriété de la société à responsabilité limitée détenant la propriété résidentielle sur la rue des Tilleuls et les garanties de bail pour le loft du centre-ville. Je veux m'assurer qu'il n'y a absolument aucune faille qui m'empêcherait de résilier les 2 accords à tout moment. J'ai entendu le cliquetis rapide d'un clavier de son côté. C'est fait. J'ai mis cela en place moi-même, Sophie. Ils sont blindés. Tu peux tout arrêter quand tu veux. Quelle est la deuxième chose? J'ai besoin que tu contactes cette agence de détectives privée que nous avons utilisée pour les vérifications d'antécédents des gestionnaires d'entrepôts l'année dernière. J'ai besoin d'une enquête approfondie sur les antécédents financiers et personnels d'une femme nommée Léa. Elle prétend être une curatrice de bien-être numérique. Je veux tout, déclaration de revenus, dette de carte de crédit, poursuite civile, relations passées, tout. Et j'ai besoin d'une vérification secondaire sur mon père, Vincent. Je veux savoir exactement ce qu'il a fait de l'allocation que je lui donne chaque mois. Il y a eu une brève pause sur la ligne. Maître Hubert était mon avocat depuis 8 ans. Il connaissait ma dynamique familiale. Il savait que je les avais toujours protégés. Sophie, a dit Maître Hubert doucement. Es-tu absolument sûr de cela? Une fois que tu auras ouvert cette porte, tu ne pourras plus ignorer ce qu'il y a à l'intérieur. J'en ai déjà vu assez, Hubert, ai-je répondu, mes yeux étant fixés sur l'acte de propriété de la maison de mon père. Fais-le, tout simplement. J'ai besoin des informations avant samedi. Samedi, c'était le mariage. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai transformé mon chagrin en une arme. Je me suis forcé à manger, à me reposer pour retrouver mes forces physiques. J'ai bu des litres d'eau et j'ai pris mes antibiotiques avec une précision militaire. La toux s'est calmée. La fièvre a disparu. Je n'étais plus la femme malade et pathétique dont il s'était moqué sur le message vocal. J'étais la directrice générale de ma propre vie, préparant une prise de contrôle hostile. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Benoît. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, m'assurant que ma voix paraissait parfaitement normale, peut-être même un peu lasse, jouant le rôle qu'ils attendaient. « Salut, Sophie », a dit Benoît, le bruit de fond d'un café animé filtrant à travers la ligne. Léa et moi sommes dans ce petit bistrot français près de chez toi. Nous devons passer en revue le plan de table final et, tu sais, régler ces factures de l'autre jour. Te sens-tu d'attaque pour un déjeuner rapide? J'arrive tout de suite, ai-je dit, raccrochant avant qu'il ne puisse répondre. Je me suis habillé avec soin. Je n'ai pas porté le pantalon de survêtement trop grand qu'ils avaient l'habitude de me voir porter le week-end. J'ai porté un tailleur gris anthracite ajusté, celui que je portais pour les réunions du conseil d'administration. J'ai appliqué mon maquillage méticuleusement, effaçant les cernes que la pneumonie avait laissées. J'avais l'air affûté, riche et entièrement en contrôle. Quand je suis entré dans le bistrot, Benoît et Léa étaient assis dans un box d'angle. Léa était occupée à prendre des photos de son café au lait intact sous 5 angles différents, ignorant complètement Benoît, qui faisait défiler sans réfléchir son téléphone. Je me suis approché de la table et je me suis glissé sur la chaise en face d'eux. Benoît a levé les yeux,
une lueur de surprise traversant son visage en voyant mon apparence. Waouh, tu as l'air déterminé. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, ai-je dit avec assurance, croisant mes mains sur la table. Vous vouliez discuter des factures. Léa a enfin posé son téléphone, m'offrant un sourire serré et artificiel qui n'atteignait pas ses yeux. Sophie, je suis tellement contente que tu aies pu venir. Oui, les prestataires sont incroyablement agressifs. C'est tellement déplacé de leur part d'exiger le paiement si près du grand jour, mais tu sais comment sont ces gens de service de la classe ouvrière. Si tu pouvais juste signer le chèque maintenant, je peux le leur apporter. Elle a cherché dans son sac à main de créateur et a fait glisser un nouveau dossier manie sur la table, le tapotant avec un ongle en acrylique parfaitement manucuré. Je n'ai pas regardé le dossier. J'ai gardé mes yeux fixés sur Léa. J'ai examiné les factures, Léa. Le total est nettement plus élevé que ce dont nous avions discuté initialement, mais ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Le sourire de Léa a légèrement faibli. Oh, de quoi s'agit-il alors? Je veux parler de la maison, ai-je dit, ma voix étant basse et calme, mais portant assez de poids pour que Benoît bouge inconfortablement sur son siège. La maison de Vincent, celle que je possède. Benoît a froncé les sourcils. Quoi à ce sujet? Papa a dit que tu envisageais de la mettre dans une fiducie familiale après le mariage. Pour qu'elle soit, tu sais, protégée pour nous tous. C'était la suggestion de ton père, oui, ai-je dit, tournant mon regard vers mon frère. Mais j'ai fait de la planification successorale pendant que j'étais malade, et j'ai décidé de ne pas le faire. La maison restera uniquement au nom de ma société à responsabilité limitée. De plus, j'ai prévu une expertise professionnelle pour mardi prochain. J'envisage de la vendre. Le silence à la table fut profond. Le brouhaha ambiant du bistrot sembla s'estomper. Benoît me regarda, la bouche légèrement entr'ouverte, incapable de traiter ses paroles. Léa, cependant, réagit instantanément. La douceur artificielle disparut, remplacée par une fureur vive et paniquée. Sa posture se raidit et elle se pencha sur la table, sa voix tombant dans un sifflement colérique. « Es-tu folle ?» Léa a lâché, jetant des regards nerveux autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « Tu ne peux pas vendre cette maison. Vincent vit là-bas. Et franchement, Benoît et moi avions prévu d'y emménager pour fonder notre famille une fois que Vincent aurait réduit son train de vie. C'est une propriété familiale. » Ce n'est pas une propriété familiale, Léa, les jeux corrigés, mon ton restant tout à fait égal. C'est ma propriété. J'ai remboursé la saisie. Je paie les taxes foncières. Je paie pour l'entretien paysager. C'est un actif dans mon portefeuille. Tu es incroyablement égoïste, a sifflé Léa, son visage devenant rouge. Le masque était complètement tombé. Elle n'était plus la future belle-sœur polie. Elle était un animal acculé, réalisant que son prix lui était retiré. Benoît a un droit sur cette maison. C'est le fils. Qu'est-ce que tu vas en faire? Rester assise dedans toute seule avec ton argent? Tu n'as pas de mari, pas d'enfant. Tu gâches l'avenir de Benoît par méchanceté. Benoît a enfin retrouvé sa voix. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi fais-tu cela maintenant? Papa va avoir une crise cardiaque. Je sécurise simplement mes actifs, Benoît, ai-je dit, me levant de table. Je n'ai pas touché au dossier de facture. J'ai regardé les deux, les voyant clairement pour les parasites qu'ils étaient. Je vous suggère de parler de l'expertise à Vincent. Il devrait probablement commencer à chercher de petits appartements. Alors que je me détournais pour partir, Léa a attrapé son téléphone et a appelé Vincent désespérément. Avant même que j'atteigne la porte du bistrot, j'ai entendu la voix tonitruante de Vincent sur le haut-parleur, faisant pratiquement vibrer les vitres. Elle a dit que oui, a hurlé Vincent au téléphone. Mais cette vieille fille ingrate et égoïste en ligne tout de suite. Je vais lui dire exactement ce que je pense de son petit accès de pouvoir. Elle n'est rien sans cette famille. J'ai poussé la porte et je suis sorti dans l'air frais de l'après-midi, un petit sourire sincère touchant enfin mes lèvres. Leur panique était palpable, et je n'avais pas encore commencé avec le mariage. Le lendemain matin, moins de 24 heures avant le dîner de répétition, j'étais assise à mon bureau quand l'email sécurisé de Maître Hubert est arrivé. L'objet disait simplement « Rapport de détective privé, sujet Léa et Vincent ».
J'ai cliqué sur le lien crypté, j'ai entré mon mot de passe et j'ai téléchargé l'énorme fichier PDF. J'ai passé les 3 heures suivantes à lire chaque page, mon dégoût augmentant à chaque paragraphe. Le détective avait fait un travail exceptionnellement minutieux. L'entreprise de curatrice de bien-être numérique de Léa était entièrement fictive. Elle n'avait pas déposé de déclaration de revenus avec des revenus réels depuis 4 ans. Ce qu'elle avait, en revanche, c'était 78 000 € de dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé répartis sur 7 cartes différentes, tout au plafond pour des vêtements de luxe, des vacances et des dîners raffinés. Pire encore, le rapport détaillait 2 poursuites civiles antérieures intentées contre Léa par d'anciens fiancés. Dans les 2 cas, elle avait rompu les fiançailles quelques semaines avant le mariage, refusant de rendre les bagues coûteuses et vidant complètement les comptes bancaires joints qu'ils avaient créés pour les dépenses du mariage. Elle n'était pas seulement matérialiste. Elle était une escroc professionnelle. Elle avait ciblé Benoît parce qu'il renvoyait une image d'immense richesse, ignorant totalement que sa richesse était entièrement subventionnée par sa sœur silencieuse et soi-disant inculte. La section sur Vincent était tout aussi écœurante. Au cours des 3 dernières années, mon père avait discrètement contracté des prêts sur titres à taux d'intérêt élevés sur sa collection de voitures classiques, des voitures que j'avais payées pour faire restaurer. Il se noyait à nouveau dans les dettes, vivant bien au-dessus de ses moyens au club de golf, payant des tournées d'alcool haut de gamme à des hommes qui riaient de lui en secret. Il misait énormément sur ma mort éventuelle ou sur sa capacité à me manipuler pour que je lui cède l'intégralité de mon patrimoine dans une fiducie qu'il pourrait contrôler. Le tableau était complet. Ils étaient en faillite dans tous les sens du terme, financièrement, moralement et émotionnellement. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message texte à Benoît. Viens à mon bureau maintenant. Viens seul ou ne viens pas du tout. Il est arrivé 40 minutes plus tard, l'air affolé et épuisé. Il faisait les 100 pas devant mon bureau, passant ses mains dans ses cheveux. Sophie, papa perd la tête, a commencé Benoît immédiatement, sans même s'asseoir. Il n'a pas dormi de la nuit. Il parle de te poursuivre pour droit d'occupation ou je ne sais quelle folie. Et Léa n'arrête pas de pleurer. Tu dois arranger cela. Tu dois les appeler et leur dire que tu étais juste stressé d'être malade et que tu ne le pensais pas. Je me suis assis silencieusement dans mon fauteuil en cuir, l'observant. J'aimais mon frère. J'avais changé ses couches. J'avais payé sa première voiture. J'avais assisté à chacune de ces terribles expositions en galerie d'art quand Vincent ne prenait pas la peine de le faire. Le voir si profondément manipulé, défendant si désespérément les personnes même qui l'utilisaient, a brisé le dernier morceau restant de mon cœur. J'ai fait glisser un épais document relié sur le bois poli de mon bureau. J'avais caviardé les numéros de comptes financiers les plus sensibles mais j'avais laissé les preuves indéniables visibles. « Assieds-toi, Benoît » ai-je ordonné, ma voix résonnant avec autorité. Et lis ceci. Il a arrêté de faire les 100 pas, regardant le document avec suspicion. Qu'est-ce que c'est? C'est une vérification complète des antécédents de la femme que tu épouses demain, ai-je dit sans détour. Et un audit financier de ton père. Le visage de Benoît s'est contracté de colère. Il n'a pas touché au dossier. Tu as enquêté sur ma fiancée? Es-tu psychotique, Sophie? C'est déplacé, même pour toi. Tu ne peux pas simplement jeter ton argent par les fenêtres pour espionner les gens. Ouvre le dossier, Benoît, ai-je prévenu, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Regarde la page 4. Regarde les poursuites civiles des 2 hommes avec qui elle était fiancée avant toi. Lis les témoignages où elle a volé leurs économies communes. Benoît a hésité, puis a arraché le dossier du bureau. Il l'a ouvert à la page indiquée. J'ai regardé ses yeux parcourir le texte. Pendant une brève seconde, j'ai vu un véritable choc se lire sur son visage. Il a vu les numéros de dossier du tribunal. Il a vu les montants exacts d'argent qu'elle avait pris. Mais ensuite, les murs défensifs d'un déni pathologique profond se sont refermés. Il a refermé brutalement le dossier et l'a rejeté sur mon bureau. Ce sont des ordures, a hurlé Benoît, sa voix muant. C'est manipulé. Tu as probablement payé quelqu'un pour écrire cela juste pour me saboter parce que tu es seul et amer. Benoît, ai-je dit doucement, le chagrin perçant enfin ma façade froide. Elle a 64 000 € de dette. Elle n'a pas d'entreprise. Elle t'épouse parce qu'elle pense que tu as accès à mes comptes. Elle pense que je vais mourir de stress et tout te laisser. Elle a eu un passé difficile. A crié Benoît,
se penchant sur mon bureau, son visage étant rouge d'une fureur irrationnelle. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as jamais été amoureuse. Tu restes assise dans ce bureau sombre entouré de manifestes d'expédition, prétendant que tu es meilleure que tout le monde parce que tu as un compte en banque. Tu n'as pas de mari. Tu n'as pas de vraie vie. Tu es juste jalouse parce que je suis réellement heureux. Il a reculé, pointant un doigt tremblant vers moi. Papa a raison sur ton compte. Tu es froide. Tu es inculte, et tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. Ne prends pas la peine de venir au mariage demain. Nous ne voulons pas de ton énergie toxique là-bas. Il s'est détourné et est sorti précipitamment de mon bureau, claquant la lourde porte derrière lui avec une telle force que le premier euro encadré sur mon mur a tremblé contre le verre. Je suis resté assise seul dans le silence de mon bureau. Mon propre frère avait regardé les preuves irréfutables d'une arnaque et avait choisi l'arnaqueuse. Il avait choisi l'abuseur. Il avait choisi le mensonge. J'ai fermé le rapport du détective et je l'ai rangé soigneusement dans mon tiroir. Toute la tristesse, toute la culpabilité persistante se sont complètement évaporées. Benoît avait fait son choix. Mon père avait fait son choix. Léa avait fait son choix. Il voulait que je ne sois rien d'autre qu'un portefeuille. Demain au mariage, je leur montrerai exactement ce qui arrive quand le portefeuille se referme définitivement. On m'avait explicitement dit de ne pas assister à la cérémonie, mais une invitée non invitée qui se trouve financer l'événement tout entier possède une sorte d'autorité intouchable. La réception de mariage s'est tenue au Grand Hôtel Intercontinental, un vaste lieu historique doté de plafonds voûtés, de moulures à la feuille d'or et de lustres en cristal importés. Alors que je franchissais les lourdes portes en acajou, l'ampleur de l'extravagance que j'avais financée aveuglément m'a frappé comme un coup physique. Il y avait d'énormes centres de table imposants composés d'orchidées blanches sur chaque table. Le quatuor à cordes jouait doucement dans un coin et des serveurs en veste blanche impeccable circulaient avec des plateaux d'argent remplis de champagne et de hors-d'œuvre. Je ne portais pas une robe de demoiselle d'honneur traditionnelle ou quoi que ce soit qui ressemble à une tenue de fête. Je portais le même tailleur gris anthracite ajusté que j'avais porté au bistrot, un contraste corporatif saisissant avec l'océan de couleurs pastel et de robes à paillettes. Je me suis déplacé silencieusement vers l'arrière de la salle de bal, me tenant dans l'ombre près des imposantes doubles portes, observant le spectacle se dérouler. Benoît et Léa étaient assis à la table d'honneur sur une estrade surélevée. Léa avait l'air triomphante dans une robe faite sur mesure et richement ornée de perles qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Benoît avait l'air épuisé, mais jouait consciencieusement le rôle du marié heureux, souriant pour les flashs continuels des photographes engagés. Puis le tintement des verres a commencé. C'était l'heure des toasts. Mon père, Vincent, a pratiquement bondi de sa chaise. Il a marché fièrement jusqu'au centre de la piste de danse, ajustant sa veste de smoking loué, son visage étant rougi par le whisky haut de gamme et l'attention enivrante des 200 invités. Il a tapoté le microphone, le larsen aigu résonnant dans la salle caverneuse. Il a commencé par les platitudes habituelles, louant le génie artistique de Benoît et accueillant Léa dans le giron prestigieux de la famille. Il a parlé d'héritage, de succès et de l'importance des valeurs traditionnelles. Et puis il n'a pas pu s'en empêcher. Il avait un public et il lui fallait une chute. Il a verrouillé ses yeux sur ses amis de golf à une table près du devant, un sourire suffisant et cruel s'étalant sur son visage. Maintenant, nous savons tous que ma fille Sophie ne serait pas ici aujourd'hui, a lancé Vincent dans le microphone, sa voix étant dégoulinante de condescendance. Il ne savait pas que j'étais debout à l'arrière. Elle est un peu différente du reste d'entre nous. Elle n'est pas mariée. Elle n'est pas instruite. Elle n'a même pas fini sa 2e année, si vous pouvez le croire. Mais bon, au moins elle est utile pour signer les chèques. La foule a rugi. Le rire n'était pas poli. Il était bruyant, profond et résonnait contre les plafonds voûtés. J'ai regardé Vincent savourer ce moment, souriant jusqu'aux oreilles, levant son verre vers la salle qui l'acclamait. J'ai regardé Benoît. Il regardait son assiette, refusant de croiser le regard de quiconque. Mais il n'a pas arrêté les rires. Il ne m'a pas défendu. Il a simplement laissé faire. La cadre d'entreprise froide et calculatrice en moi a pris le dessus complètement. Je suis sorti de l'ombre. Le claquement lourd de mes talons sur le sol en marbre poli a coupé les rires qui s'estompaient. Alors que je remontais l'allée centrale vers la piste de danse, les invités les plus proches ont commencé à se retourner.
Les chuchotements ont commencé à se propager dans la pièce comme une onde. Au moment où j'ai atteint le bord de la piste de danse, la salle de bal était tombée dans un silence tendu et confus. Vincent m'a vu. Son sourire suffisant s'est évanoui instantanément, remplacé par un regard de terreur pure et paniquée. Sa main, tenant le microphone, est retombée à son côté. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité. J'ai marché directement vers lui, mes yeux étant fixés sur les siens, et j'ai calmement pris le microphone de sa main tremblante. Il n'a pas résisté. Il ne le pouvait pas. Je me suis tourné pour faire face à l'océan de 200 invités. Le silence dans la pièce était si profond que le doux ronronnement de la climatisation ressemblait à celui d'un moteur d'avion. J'ai regardé les membres du club de golf qui s'étaient moqués de moi. J'ai regardé la famille élargie qui m'avait toujours vu avec pitié. Et puis j'ai regardé directement Vincent. « Vous savez quoi, Vincent ?» ai-je dit dans le microphone, ma voix étant ferme, amplifiée et dépourvue de toute émotion. Vous avez tout à fait raison. Je ne suis pas de la famille. Je suis simplement votre portefeuille. Un halètement collectif a résonné dans la salle de bal. Je me suis tourné lentement, délibérément vers la table d'honneur où Léa et Benoît étaient assis, figés par le choc. J'ai croisé le regard de la mariée. Oh, Léa, ai-je ajouté, ma voix résonnant dans le silence. Et ce cadeau de mariage de 92 000 € que j'ai promis, oublie-le. C'est annulé. On pouvait littéralement entendre une fourchette tomber sur une assiette en porcelaine quelque part au fond de la pièce. Le tintement a retenti comme un coup de feu. Léa a bondi de sa chaise, son visage se tordant en un masque de rage pure et absolue. L'image soigneusement préparée de la mariée rougissante s'est évaporée entièrement. « Tu ne peux pas faire cela !» a-t-elle crié, sa voix étant aiguë et résonnant sans microphone. Les prestataires, le traiteur, ils n'ont pas reçu les derniers paiements. Ils vont me poursuivre. Ils vont certainement essayer, ai-je répondu calmement dans le microphone. Mais ce n'est pas moi qu'ils poursuivront. J'ai annulé les autorisations de ma carte d'entreprise il y a 1 heure. Toute la responsabilité incombe au nom figurant sur le certificat de mariage. Alors, bonne chance avec cela. Je ne me suis pas arrêté là. Je me suis tourné à nouveau vers l'auditoire. L'expansion du récit exigeait que toute la vérité soit mise à nu. Puisque nous partageons des secrets de famille ce soir, ai-je continué, ma voix dominant la salle immense. Mon père, Vincent, qui adore se vanter de sa retraite anticipée, ne possède pas une seule brique de la maison dans laquelle il vit. Je l'ai achetée après une saisie il y a 10 ans, je la possède, et depuis hier, il a reçu un préavis d'expulsion de 30 jours. Ses voitures font l'objet de prêts sur titre, et ses cotisations au club de golf sont payées par mon compte bancaire d'un culte. La fête est officiellement terminée. Vincent a émis un son d'étouffement étranglé, se tenant la poitrine, son visage étant violet d'humiliation. Les amis de golf qui venaient de rire avec lui le regardaient maintenant avec un dégoût et une incrédulité totale. J'ai reporté mon attention sur la table d'honneur. Benoît était debout maintenant, fixant Léa avec des yeux grands et horrifiés. Et pour ma belle nouvelle belle-sœur, ai-je dit, ma voix tombant sur un ton dangereux et précis, sur qui j'ai fait faire une enquête approfondie par une agence privée hier. Léa a actuellement 69 000 € de dette de carte de crédit. Elle n'a pas d'entreprise. De plus, c'est son 3e engagement en 4 ans. Elle a été poursuivie par les 2 fiancés précédents pour avoir vidé leur compte joint quelques semaines seulement avant le mariage. Elle pensait avoir trouvé un gain plus important avec ma famille. Elle pensait que mon frère avait accès aux actifs de mon entreprise. Léa a hurlé, s'élançant en avant, renversant un gobelet d'eau en cristal qui s'est brisé sur la table. « Tais-toi. Tais-toi, espèce de jalouse, amère. Benoît, ne l'écoute pas. Elle ment. Elle falsifie des documents. » Mais Benoît ne me regardait pas. Il regardait Léa. Il regardait la terreur pure dans ses yeux, l'avidité frénétique et désespérée qui s'était complètement emparée de ses traits. Il s'est souvenu de l'épais dossier relié que j'avais fait glisser sur mon bureau. Il s'est souvenu des dossiers de poursuite civile qu'il avait refusé de lire. L'illusion s'est finalement brisée de manière irréversible. Benoît, ai-je dit doucement, m'éloignant du microphone, ma voix portant juste assez pour qu'il m'entende par-dessus les cris hystériques de Léa. Je m'en vais. Si tu restes avec elle, tu paies toi-même le loyer de ce loft de luxe.
Tu paies toi-même ce mariage. J'en ai fini, entièrement et définitivement. Benoît a regardé son père, qui bafouillait et s'agrippait à une chaise pour se soutenir. Il a regardé Léa, qui était en train de saisir son sac à main de créateur, sortant frénétiquement son téléphone, probablement pour vérifier ses comptes bancaires gelés. Benoît a levé ses mains tremblantes. Il a détaché la coûteuse boutonnière d'orchidée blanche du revers de son smoking. Il n'a pas dit un seul mot. Il a simplement laissé tomber la fleur au sol, a tourné le dos à la table d'honneur et a descendu les marches de l'estrade. Il ne s'est pas retourné. Il a marché droit dans l'allée centrale, passant devant les invités médusés, devant mon père en hyperventilation, et a franchi les lourdes portes en acajou de la salle de bal. Léa a laissé échapper un cri perçant et viscéral de fureur, jetant un plateau de service en argent sur le sol. J'ai posé le microphone doucement sur la table la plus proche, j'ai lissé ma veste gris anthracite et je suis sorti par les mêmes portes. La chute a été aussi rapide qu'absolue. Dès lundi matin, la logistique de leur ruine était pleinement en marche. Les prestataires du mariage, réalisant que ma carte American Express ne garantissait plus l'événement, se sont abattus sur Léa avec une efficacité brutale. Parce qu'elle avait signé les renonciations de responsabilité finale dans sa hâte de contrôler l'événement, elle était personnellement redevable de près de 74 000 € en frais de traiteur, de fleurs et de location de salle impayées. Combiné avec les preuves de mon détective privé, que Maître Hubert a joyeusement transmises aux agences de recouvrement concernées, Léa a été forcée de déclarer une faillite immédiate. Sa présence soigneusement organisée sur les réseaux sociaux a disparu du jour au lendemain, remplacée par la dure réalité des agents de recouvrement et d'un crédit ruiné. La déchéance de Vincent fut encore plus pitoyable. Il a tenté d'engager un avocat pour contester l'expulsion, invoquant des droits d'occupation et une propriété familiale implicite. Hubert, mon avocat redoutable, a écrasé la poursuite frivole en un seul après-midi. Quand Vincent a réalisé que je n'allais vraiment pas le sauver, son arrogance s'est dissoute en messages vocaux désespérés et éplorés, suppliant pour un mois de plus, juste un prêt de plus pour sauver ses voitures classiques. Je n'ai jamais répondu. J'ai bloqué son numéro. Les camions de déménagement sont arrivés le 30e jour, et Vincent a été forcé d'emménager dans un petit appartement d'une pièce à la périphérie de la ville, son adhésion au club de golf étant définitivement révoquée pour non-paiement. J'étais assise dans mon salon baigné de soleil 2 semaines plus tard, buvant du café et examinant un nouveau contrat d'expédition massif pour un distributeur européen quand la sonnette a retenti. Je n'avais pas besoin de regarder les caméras de sécurité pour savoir qui c'était. J'ai ouvert la porte pour trouver Benoît debout sur le perron. Il avait l'air entièrement différent. Les vêtements de créateur coûteux avaient disparu, remplacés par un simple jean et un t-shirt ordinaire. Il avait l'air fatigué, humilié et profondément honteux. J'ai quitté le loft, a-t-il dit doucement, ses yeux étant fixés sur le paillasson. J'ai remis les clés au propriétaire ce matin. Je sais que tu as annulé la garantie du bail. Je ne voulais pas qu'ils aient à m'expulser. Je me suis reculé, ouvrant la porte plus largement. Entre, Benoît. Il est entré dans le foyer, ses épaules affaissées. Il m'a suivi dans la cuisine et s'est assis au comptoir, entourant de ses mains une tasse de café que je lui ai tendue. Pendant un long moment, le seul son fut le tic-tac de l'horloge murale. J'ai lu le dossier, a finalement chuchoté Benoît, sa voix se brisant. Après avoir quitté la réception, je suis allé à ton bureau. Le gardien de sécurité m'a laissé entrer. Je me suis assis à ton bureau et j'ai lu chaque page, les poursuites, les dettes, tout ce que tu as essayé de me dire. Il a levé les yeux vers moi, ses yeux étant remplis de larmes. Sophie, je suis tellement désolé. Je suis tellement incroyablement désolé. Pas seulement pour Léa, pour tout. Pour avoir laissé papa te parler comme cela. Pour avoir pris ton argent et avoir agi comme si je le méritais. Pour t'avoir traité d'inculte alors que tu as sacrifié tout ton avenir pour garder un toit au-dessus de nos têtes. J'étais tellement aveugle. J'étais tellement arrogant. Je les ai laissés me convaincre que tu n'étais qu'une ressource. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant le frère que j'avais élevé, le frère que j'avais protégé à son propre détriment. La colère qui avait alimenté ma vengeance avait disparu, laissant derrière elle un profond sentiment d'épuisement, mais aussi une lueur d'espoir. J'y ai contribué, Benoît, ai-je dit doucement, la vérité de la situation flottant dans l'air. Je t'ai rendu les choses trop faciles. Je pensais que jeter de l'argent sur le problème était de l'amour. Ce n'en était pas.
Cela t'a paralysé. J'ai trouvé un travail, a-t-il dit en s'essuyant les yeux. Ce n'est rien de prestigieux, juste un poste de graphiste débutant dans une imprimerie locale, mais cela paie un salaire horaire. Et j'ai loué un petit studio et je vais le payer moi-même. Je ne veux pas de ton argent, Sophie. Je le jure devant Dieu, je ne veux plus jamais un centime de ta part. Je veux juste retrouver ma sœur si tu peux un jour me pardonner. La guérison prendrait du temps. Les dommages de la dernière décennie ne pourraient pas être effacés en un seul après-midi. Mais alors que je le regardais, dépouillé de sa prétention et affrontant le monde réel pour la toute première fois, j'ai senti une chaleur sincère se propager dans ma poitrine. Tu as ta sœur, Benoît, ai-je dit, lui offrant un petit sourire authentique. Mais le portefeuille est définitivement fermé. Il a laissé échapper un rire ému, hochant la tête avec insistance. Je sais, et j'en suis heureux. Au cours des mois suivants, ma vie s'est transformée. Sans le fardeau financier et émotionnel massif et épuisant de mon père et de la dynamique familiale toxique, mon entreprise de logistique a connu une croissance sans précédent. J'ai étendu mes activités aux marchés internationaux, ouvrant des bureaux à Londres et à Tokyo. J'ai commencé à voyager pour le plaisir, pas seulement pour les affaires. J'ai acheté de l'art que j'aimais, pas de l'art que je me sentais obligé de financer. J'avais passé toute ma vie d'adulte à bâtir un empire juste pour en remettre les clés à des gens qui me méprisaient. Maintenant, l'empire était à moi seul. J'avais récupéré mes biens, ma dignité et ma tranquillité d'esprit. La travailleuse acharnée, célibataire et sans diplôme, avait tendu un piège qu'il n'avait jamais vu venir, et ce faisant, elle s'était enfin libérée.